mes parents, dès le bas âge déjà, on nous a dit qu'un enfant qui aime trop l'argent, Oui. il devait plus tard voleur. On est intelligent, mais il nous manque la formation. Oui. Osons le pas. Bonjour. Nous avons le plaisir d'être accueillis en ce jour par le couple Néa pour parler d'un thème qui fait cas d'école. Nous parlons aujourd'hui d'argent, nous parlons de finances dans le couple. Quelles sont les réalités concrètes de ce thème-là dans le couple qui nous reçoit? Alors nous avons l'insigne honneur d'avoir le couple Néa, un couple ivoirien qui vit en Allemagne et qui nous reçoit aujourd'hui pour nous donner un aperçu de leur vécu par rapport au thème du jour. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil que vous nous avez réservé en ce matin. Merci. Et nous avons, comme d'habitude, décidé de se tutoyer pour que l'entretien se déroule dans une atmosphère conviviale. Et sans tarder, comme d'habitude, pour ne pas perdre le temps, on va déjà commencer avec la première question. Et ne soyez pas distraits par le portable que je tiens en main. C'est là-dessus que j'ai mes questions. Très bien. Alors, d'abord, je vais vous demander de vous présenter de manière succincte pour l'auditoire qui ne vous connaît pas. Je commence par la dame. Ok, merci. Je suis Léopoldine, épouse Néa. Oui. Je suis infirmière. Je vis en Allemagne, ça fait maintenant 10 ans que je suis en Allemagne. Voilà. Je travaille à la clinique Ludwigsburg. D'accord. Voilà. À la clinique Ludwigsburg. Genau. Et tu es infirmière de... Je suis infirmière au département psychiatrie. D'accord. Et Yeah. comment est-ce que ça avance? Ça avance bien? Ça avance bien, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. Les collègues sont bien. Oui. Mon chef, il est aussi sympa, il est bien, voilà. Il est humain, on peut dire. D'accord. Voilà. Ça va jusque-là. Merci bien. Et nous passons maintenant à Dion. Voilà, moi je suis Dion Néa. Je suis aussi ivoirien, résident en Allemagne depuis 11 ans maintenant. Oui. Et voilà, au niveau du boulot, j'ai fait des études supérieures dans le domaine de la santé qui m'a permis d'avoir d'avoir un poste au niveau en tant que gestionnaire de projet dans une clinique à Stuttgart ici. Oui. Et bon, j'ai ce poste quelques mois, depuis 1 mois et demi maintenant que je travaille dans ces projets. Tout ce qui concerne les projets de digital au niveau de la santé digitale, c'est moi qui coordonne ces projets au niveau de ces cliniques. Voilà, c'est ce que je peux dire sur mon travail. D'accord, merci. On pourra peut-être y revenir vers la fin de l'émission. Voilà. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les finances, l'argent dans le couple. La première question, c'est quoi votre relation avec l'argent, avec les finances en général? Quelle relation vous entretenez avec l'argent? Et je voudrais dire qu'il n'y a pas, ce n'est pas une séance de c'est moi. Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. Okay. Voilà, je vais essayer de mettre tout en œuvre pour que la parole soit distribuée à 50-50 pour qu'il n'y ait pas de discrépance. D'accord. C'est que moi, je commence alors. D'accord. Voilà. Ma relation avec l'argent, je dirais que l'argent, c'est le moyen que nous met à l'abri du besoin. Oui. Voilà. Par la grâce de Dieu, on travaille aujourd'hui. On gagne de l'argent par mois pour subvenir à nos besoins. Voilà. Mais on ne se laisse pas vraiment conduire par l'argent. Oui. Je veux dire qu'on n'est pas esclave de l'argent. C'est vrai, il faut le chercher, il faut vraiment payer les factures, il faut subvenir aux besoins des autres, comme on peut, la famille et autres, tout ça. Mais on ne se laisse pas faire esclave de l'argent, en fait. On ne faut pas vraiment être esclave de l'argent. Voilà ce que je peux dire par rapport à ma relation avec l'argent. Oui. Aussi, je pourrais dire que, voilà, mon éducation financière, mon éducation même de base, m'a appris que l'argent, voilà, c'est le moyen qui nous permet de nous mettre à l'abri. Mais parce qu'avant, on n'avait pas l'argent. Oui. On n'avait pas l'argent d'ailleurs quand j'étais petit. Donc, du coup, on se partageait ce qu'on avait, tout ça. Donc, du coup, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on gagne à manger. Et voilà. Donc, du coup, je ne fais pas de ça quelque chose qui va, moi, me guider ou m'intimider. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses? Oui, je rejoins un peu mon époux. Voilà, je peux dire que, voilà, pour moi, l'argent
est certes nécessaire, mais c'est pas prépondérant. C'est pas, on peut pas mettre ça à la première place. Voilà. Et l'argent, en tout cas pour moi, je préfère aimer la famille Oui. d'abord avant l'argent. Voilà. Et on peut pas, je suis pas l'esclave d'argent. Voilà. Et je suis pas aussi une femme qui est vraiment trop attachée à l'argent. Voilà. Comme je l'ai dit, mes parents, dès le bas âge déjà, on nous a dit qu'un enfant qui aime trop l'argent, il devient plus tard voleur, en fait. C'est ça. Donc, du coup, c'est resté dans la tête et ça fait que, voilà, je ne sais pas trop demander comme ça de l'argent, mais mes parents, non, donne-moi l'argent. Voilà, j'ai grandi ainsi et mon chéri peut en témoigner, hein, voilà. C'est rare que je lui demande de l'argent comme ça, je dis non, donne-moi, je vais l'acheter. C'est vraiment rare. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire pour le moment. D'accord, donc on retient que chacun d'entre vous est arrivé avec son éducation personnelle. Et la question suivante que je voudrais poser, c'est quelle a été l'influence de cette éducation personnelle que vous avez eue? Parce que vous venez de familles différentes. Quelle a été l'influence de cette éducation personnelle sur cette relation que vous entretenez avec l'argent? Bon, je commence encore. Oui. Je dirais, comme je le disais tantôt, dans notre enfance, dans mon enfance, on n'avait pas l'argent. Oui. Donc, le peu qu'on avait, on se partageait. Lorsque on va faire le contrat, les triclés, les triclés, ça dit que quand tu vas travailler dans les champs des autres personnes et on te donne 500 francs, je pense que c'était de 7 à 15 pour 500 francs. Et quand tu viens à la maison avec cet argent, tu partageais avec ton frère, ta soeur. Voilà, c'est comme ça qu'on partageait ça. Et cette éducation a eu influence jusqu'à présent encore notre vie ici en Europe parce que le peu qu'on gagne, on partage avec les autres. Fait. Donc ça arrive vraiment, je pense que ça a été une influence, j'appelle ça une influence positive parce que ça nous a appris vraiment à partager, à ne pas vraiment, à se contenter, à vraiment se réjouir du peu qu'on a au fait. Voilà, donc c'est ce que je peux dire sur cette influence. D'accord. Et Léo, c'est quoi Lui, moi, je peux dire que voilà, le fait que les parents, dès le bas âge déjà, ils ont dit quand tu es trop focus sur l'argent, tu deviens plus tard voleur. Donc, du coup, on est plus famille que plus que le côté financier. Voilà. Et ça fait que aussi, Dieu m'a donné quelqu'un aussi, voilà, qui est aussi comme moi. Et on est plus famille. Et ce qu'on a, voilà, même si on a peu, voilà, on le partage avec ceux qui sont là. Et voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Plus famille, plus que l'argent. D'accord. Que financier. Ouais. Donc, on a d'un côté Dion qui a reçu l'éducation selon laquelle, d'abord, il n'avait pas d'argent, comme tu l'as dit. Et donc, il fallait faire attention à ce qu'on a, au peu qu'on a. Et toi également, tes parents t'ont déjà dit de ne pas être focus à 200% sur l'argent parce que ça pouvait déboucher sur d'autres valeurs de vol et autres. Très bien. Mais on comprend cela, c'est bien expliqué. Mais c'est quoi votre vision financière? Ok, qu'est-ce qu'on entend par vision financière dans ce sens-là? Je veux dire par vision financière, tu viens d'une famille, comme tu l'as dit, où il n'y avait pas assez d'argent. Et par rapport à ta situation actuelle, il y a un développement qu'on voit, qu'on ressent. Et maintenant que tu as cette situation actuelle par rapport à ton passé, c'est quoi ta vision de l'argent maintenant que tu n'avais pas forcément dans le passé? Bon, ma vision de l'argent maintenant que je n'avais dans le passé. Comment je vois l'argent aujourd'hui? Voilà. Bon, faut travailler pour pouvoir vivre. Hein. Voilà, je dirais ça comme ça. Faut travailler pour pouvoir vivre. Et l'argent, comme je le disais dans la première question, c'est Bon, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, comme on le dit. Effectivement, j'ai eu la chance de travailler dans des hôpitaux. J'ai vu des personnes qui avaient beaucoup d'argent, mais qui étaient couchées, qui mouraient. L'argent ne pouvait pas tout faire. Donc, voilà, je pense que la vision, c'est... je reviens toujours sur le thème de partage. Voilà, l'argent aujourd'hui, pour moi, si tu as le peu que tu as, apprends à partager avec les autres, quoi. Ma vision de l'argent, c'est vraiment partager, ne pas vraiment être focus dessus pour penser que, voilà, puisque tu ne l'as pas, tu vas vraiment... tu es minimisé ou bien tu ne peux pas vraiment atteindre tes objectifs. Donc, c'est ce que je peux dire sur la vision. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Oui, voilà. C'est ça. Et on passe.
À toi. Ok, voilà. Donc, moi, ma vision d'argent actuellement, je peux dire que, voilà, c'est vrai, il y a besoin d'argent, Oui. voilà, pour pouvoir réaliser des projets, pour pouvoir aider la famille, pour pouvoir aider des amis et tout, voilà, ou bien pour pouvoir aussi me construire un avenir meilleur, voilà. Mais sans toutefois oublier de là où je viens, au fait, voilà, sans toutefois, voilà, mettre l'argent au devant de l'homme. Moi, c'est ma chose que là, en fait. Pas parce que voilà, tu as assez d'argent que Oui, tu vas torpiller les autres. c'est Pas parce ça. que tu as ceci que tu vas torpiller. Non. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais il faut toujours respecter celui qui est en face de toi. Même s'il est plus petit, mais quand même, voilà, pas parce que, ou bien il est plus âgé que toi, mais comme toi, tu es le plus petit, tu as beaucoup d'argent, Oui. voilà, tu lui dis des choses, ou bien comme tu as assez d'argent, c'est à toi que la famille confie tout, bien, tu Oui. vois. Moi, j'aime pas ça, voilà. D'abord l'homme, Oui. puis vient l'argent. Ouais, Donc, pour moi, dire que voilà. l'homme n'est pas l'esclave Que de non, l'argent. de l'argent. Très bien. Et on va, au fur et à mesure, entrer dans des questions un peu plus choc, plus directes. Et je commence avec la suivante. Qui est plus dépensier? Bon, c'est à toi de répondre. C'est pas c'est mon mari, hein, c'est le contraire. Oui. Voilà, parce que je sais pas, mais je peux pas dire que je n'aime pas l'argent, Oui. mais il me vit, En quelque sorte. en quelque sorte, Oui. j'aime l'argent, c'est nécessaire. Je sais pas, mais j'aime, ça est là, Oui. je vis avec, Oui. mais ça passe pas au premier plan. Je peux pas, par exemple, je peux dire, peut-être que chaque mois ou bien chaque semaine, je dois aller Oui. faire shopping, Oui. acheter des choses qui n'ont pas de valeur, Oui. ou bien acheter des choses parce que l'autre a acheté. Oui. Non, moi, j'achète mes choses quand j'en ai besoin. Par exemple, on a fait, ou bien il y a telle chose, Oui. et puis je irai dans ma garde-robe. Je n'ai pas vraiment quelque chose de bon à me mettre ce jour-là. Oui. Donc, je me dis, OK, pourquoi ne pas m'acheter une belle robe? Oui. Voilà, c'est juste ça. Sinon, moi, et c'est rare que vraiment je fasse vraiment sortir d'argent comme ça. Oui. Soit si c'est ma pommade qui est finie, Oui. j'achète. Mais tant qu'il y en a, voilà, c'est rare que je dépense. Donc, l'achat répond à un besoin concret Voilà, dans le temps, gain dans le temps. justement. Donc, Voilà. c'est dit, je suis invité à une manifestation et il faut que je m'achète une robe qui convient à la manifestation. Mais tu n'achètes pas en même temps 4, 5 Non, robes pour dire, non. comme tu as de l'argent présentement. il faut- Justement. D'accord. Mais c'est quand dans ma garde-robe que je vois Oui. que vraiment, il n'y a vraiment pas. Si tout ce qu'elle a, ça ne passe pas du tout. Oui. Avec peut-être la cérémonie, ou bien vraiment, ou bien les robes qui sont là, sont peut-être délavées. Oui. Il dit bon, il faut que voilà, je m'achète une autre robe voilà, pour que je puisse aller à la cérémonie. C'est tout, quoi. D'accord. Voilà. Donc, le frère Dion, il y a Léo qui vient de se dédouaner. Elle dit qu'elle n'est pas dépensière. Donc, Ouais, bon, je pense que là, elle a dit juste, hein, je suis vraiment dépensier. Bon, c'est là quelque chose. Bon, je vais me justifier pourquoi je suis comme ça. Oui. Je me dis que c'est là quelque chose à voir avec mon éducation financière. Oui. Parce que j'ai appris comme ça depuis le bas âge que le peu que tu as, il faut partager avec les autres. Donc, du coup, l'argent, le petit salaire que je gagne par mois, Oui. et quand je l'ai, je fais l'effort vraiment de satisfaire tout le monde. Souvent, je suis un peu, j'exagère un peu, je le sais. Oui. Et il faut que ma femme vraiment me mette vraiment les limites pour me dire que, attention, on doit penser à nos économies, on doit Oui. penser à telle chose, on doit penser à nous-mêmes souvent. Par contre, je pense que voilà, je suis un peu, je fais trop. Je fais trop là, je le reconnais. C'est Oui. ce qui est bizarre, c'est que je ne paye même pas pour moi-même. Oui. Je peux être là, j'ai les mêmes pantalons depuis des années, que je porte les pantalons, je dis c'est les mêmes. Oui. Mais ce que je dépense dehors, c'est beaucoup au fait. Voilà, donc je pense que ça, peut-être, c'est une erreur. Je ne dirais pas erreur, Oui. c'est l'éducation qui m'a forgé comme de cette manière-là. Oui. Mais je dois vraiment penser à réduire certaines dépenses. Voilà, faut pouvoir penser à moi-même. En fait. Voilà. D'accord. Si tu devais citer une dépense que tu as effectuée, qu'est-ce que ça serait où ton épouse a dit non, il faudrait faire attention à cela et on n'a pas besoin nécessairement de cet article ou bien de faire cet achat-là. Là, actuellement, c'est quoi comme exemple? Bon, je vais toujours sur le cas d'entraider, hein, parce que Oui. souvent je peux être là comme ça, je vois un jeune frère qui est au pays, bon, souvent moi que je ne connais pas véritablement, Oui. mais qui est passé par un de mes amis, un de mes frères pour me contacter pour dire, frère,
J'ai mon cousin, j'ai mon neveu, voilà, qui peut-être a un visa, qui veut venir en Allemagne, par exemple. Et il me demande que je l'aide à contribuer au paiement du billet d'avion. Oui. Et par moment, voilà, quand je vois que moi à l'époque aussi, pour quitter le pays, il a fallu que quelqu'un paye mon billet d'avion. Oui. Et quand je pense à tout ça, je me dis, mais attends, aujourd'hui, je suis dans la possibilité d'aider ce jeune frère à payer le billet d'avion. Exactement. Je n'hésite pas à le faire. Voilà. Et quand c'est comme ça, ma femme me dit, attention, tu ne peux pas prendre le billet en entièreté, dire à la personne que tu paies la moitié, ses parents n'ont qu'à payer la moitié. Et puis, ce sont des choses que je fais, voilà. C'est pas remboursable, quoi. Voilà, c'est une contribution à ce que la personne puisse vraiment rejoindre l'Allemagne pour faire ce qu'elle a à faire. Oui. Voilà. Et là, si tu me permets, je peux encore citer mon frère Albert Conan, Oui. et qui, par moment, vient avec des sujets un peu délicats, qui m'appelle pour dire il y a telle personne, par exemple, qui a besoin d'aide, et on a tout fait pour l'aider, tout ça. Et bon, malheureusement, les gens ne sont pas reconnaissants. Oui. C'est ce qui est malheureusement. Mais quand les gens sont vraiment pas du tout reconnaissants envers nous, et souvent, ils nous promettent de payer l'argent en retour, mais ils ne le font pas. Et souvent, ils nous bloquent, ils ne parlent même plus de ça. Oui. Et on s'énerve. Albert dit, mais Dieu, on ne va plus jamais faire ça, c'est fini. Et bizarrement, quelques mois après, quand le même cas revient, c'est nous, on a encore des vents pour faire ça. Donc, beaucoup, je ne sais pas vraiment. Donc, ce sont des cas que je peux vraiment citer là. Voilà. Ou bien, par exemple, il y a quelqu'un qui a son mariage et voilà, et je m'investis vraiment à fond. Souvent, je fais des dépenses de folie même. Voilà, donc du coup, il faut vraiment la femme pour pouvoir me limiter. D'accord. Et c'est là que Léo intervient pour mettre les balises, pour ne pas exagérer. Justement, c'est pas parce que moi aussi, je partage. Je partage quand même. Voilà, mais lui, son souci, c'est qu'il ne peut pas dire non. Ah, d'accord. Il a un problème, il a un souci à dire non. Oui. Voilà, tu ne peux pas te sacrifier pour tout le monde. C'est ça. Voilà. Quand les moyens sont là, voilà, moi, il n'y a pas de souci, on peut aider. Oui. Mais parfois, il voit vraiment que, peut-être qu'il nous reste seulement que, peut-être, c'est un exemple, peut-être 100 € pour finir le mois. Oui. Et quelqu'un va venir avec un problème peut-être de 200 €. Et puis, il lui dit, non, voilà, il dit au gars, il n'y a pas de souci, je viens. Et puis, il vient me dire, et lui, mais toi, tu vois le compte, c'est qu'on nous reste 100 € pour finir le mois. On va enlever l'argent où? Oui. Mais on peut aller dans l'économie, mais ça dit bien l'économie. Oui. Économie, quand c'est chaud, comment là, tu ne peux pas rentrer comme ça. Oui. Parce que si on dit aujourd'hui, on ferme l'Allemagne, que chacun rentre chez lui, là, on rentre comment? Oui. C'est les mêmes là qui vont dire, voilà, ils sont partis en Europe, ils n'ont pas pu, voilà, tu vois un peu. Je vois. Non, moi, il me dit, même si c'est dur, comment, les économies, on ne doit pas toucher parce qu'il faut toucher, au fait. Alors, lui, c'est son souci, c'est ce qui est un peu problème chez lui. Voilà. D'accord. Donc, on remarque qu'il y a ton épouse qui pose des balises, c'est-à-dire il faut poser les actes selon la nécessité du moment. Yeah. Et toi, tu as la main, disons, un peu plus facile, sans forcément tenir compte de ce que tu as à présent. Elle a donné l'exemple des 100 €. Et donc, si vous devez prendre une décision financière, comment est-ce que vous la prenez? Parce qu'on voit qu'il y a quand même des points de vue différents. Comment est-ce que vous prenez une décision financière? Ok. Si c'est pour un projet, par exemple, commun, on réfléchit beaucoup. Et voilà, si je peux venir vers elle pour dire, chérie, je veux qu'on achète peut-être une maison, ou bien peut-être un terrain, peut-être une voiture, en tout cas, en fonction du projet. Et voilà, je le présente, je démontre le projet. Je lui dis, bon, si on le fait, voilà, c'est qu'on gagne un retour. Voilà. Je donne en tout cas les pour et les contre de la chose, aussi les risques, tout ça. Et puis, bon, on analyse pour voir. Et si on voit que ça va vraiment coûter toutes nos économies, on arrête. Voilà, elle me dit directement que, chérie, il faudrait qu'on arrête parce que ça va nous coûter beaucoup d'argent. Donc, dans ce cas, on arrête. Mais si on voit qu'on peut s'engager et puis avoir encore d'autres économies à côté, ou bien cela va nous régénérer de l'argent, là, on s'engage. C'est-à-dire que c'est après vraiment des mois de discussion qu'on trouve vraiment des compromis pour pouvoir nous engager dans le projet. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Il a parfaitement raison. Mais il peut arriver aussi, il y a des projets, par exemple, où je sais que vraiment, on n'a pas assez d'argent, mais le projet, peut-être que c'est vraiment important. Il prend par exemple le cas de son roman. On va y revenir, comme tu l'avais dit. Mais quand il devait éditer le roman, nous, on a pensé que c'est quand il va parler aux différentes maisons d'édition que, voilà, ils vont dire, bon, quand ils vont finir de confectionner tous les livres, et puis on va payer à la fin. Mais il s'est trouvé que, voilà, il faut payer d'abord avant que le travail commence. Mais dans nos comptes, c'était vraiment serré. Mais
voilà, on a regardé, mais comme il a vu que voilà, c'est un truc qui va, c'est-à-dire que c'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Justement. Donc je lui ai dit, bon, cette fois-ci, on va puiser dans l'économie. Oui. Voilà, ce qui n'était pas n'importe comment faisable. Oui, voilà, on a cette fois-ci puisé dans l'économie pour C'est-à-dire, pouvoir réaliser oui, ce projet-là. il y Parce a que une c'est- exception qui a été faite. Justement, voilà. Parce que c'est un nouveau monde, c'est le monde d'écrivain. Il n'a jamais fait, on ne sait jamais où Dieu. On dit, on sait jamais où Dieu dort. C'est voilà. ça, justement. Donc, c'est un peu Oui. comme ça. Et on va y revenir parce que tu as écrit un roman. C'est déjà un teaser que je donne à l'auditoire. Et on va y revenir. Restez donc connectés. Et il y a forcément des discussions qui sont plus difficiles quand il y a une décision financière à prendre. C'est quoi, si vous devez citer un désaccord concret? Pas forcément entrer dans les détails, mais si vous devez citer un désaccord concret, là où la discussion a été vraiment difficile, où il fallait convaincre l'autre pour que la décision soit établie, ça serait quoi? Un exemple concret. Oui. D'un achat, d'un financement, d'une aide à apporter à autrui. Il y avait. Bon, il a des petits Oui. qui devaient aussi venir ici, en Allemagne. Voilà. Et comme je t'ai dit, là, quand c'est vraiment coincé, voilà, Oui. tu dis c'est coincé. Puis il a dit, il est venu me dire, le truc est là, il y a un de mes petits qui veut venir. Voilà. Et il veut qu'on l'aide à avancer un peu voilà, financièrement pour pouvoir régler les problèmes ici en Allemagne avant qu'il n'arrive et tout. Il a dit, tu vois que financièrement, actuellement, c'est coincé, on fait comment? Donc, il a dit, tu aimes trop ça. Il dit, mais est-ce que ça fait dire, j'aime trop ça? Tu vois la réalité, mais tu ne veux pas accepter, au fait. Donc, on a essayé de discuter, et après, tu vois, quand il a souvent ces petites économies à côté, il me dit, non, il n'est plus revenu vers moi. Hein. Oui. Au moins, je me rends compte qu'il a réglé le problème là-bas. Seul. Oui. Mais il était prévu que la personne rembourse. Et puis, ça mettait du temps. Même une fois on causait, et puis il a dit que depuis lui-même, il n'a pas encore remboursé mon argent. Il dit, quel argent? Ça, il a dit qu'on va faire. Comment ça fait? Tu as payé comment? Il dit, faut le dire, ok. Donc, ça t'a loupé, donc c'est bon comme ça. Donc, du coup, voilà. Quand c'est comme ça, il ne parle plus beaucoup. Parce que plus il a fait, ça me dit. Donc, du coup, voilà. Souvent, ce sont des cas, souvent. Voilà. Donc, quand vous avez fini, pour toi, c'était déjà clair qu'il allait passer sur la chose. Passer sur la chose. Mais il a passé dans le dos. Comme il a un P, il a fait. Croyant qu'il allait lui rembourser, et puis il n'a pas remboursé. D'accord. Mais oui, Dion, tu as dit que tu as la main facile. Mais il faut, comme elle a dit, il faut parfois voir ce qu'on a avant de tendre la main. Qu'est-ce que tu as dit là-dessus? Si ce fait plaisir. Oui, je pense que il m'a fallu une femme comme ça dans ma vie pour que je puisse être vraiment recadré. Voilà, comme certains mes amis les plus proches le savent déjà. Moi, quand j'ai l'argent, je suis fou. Voilà, quand on tend vers la fin du mois déjà, quand je marche dans le quartier, on sait que le mois est fini. Voilà, et du coup, quand le mois finit, le premier, le 2, bon, je le dis peut-être, il ne faut pas les gens venir vers moi, mais le premier, en tout cas à partir de la fin du mois jusqu'au 5 du mois, je suis très impoli. Et toute personne qui va me donner l'argent ce mois, je donne. Voilà. D'accord. Et donc, il faut vraiment que ma femme soit là vraiment pour dire attention, on doit penser à tel projet, attention, on doit penser à l'avenir, attention, on doit faire ça, on doit faire ça. Peut-être qu'elle n'était pas là, même peut-être c'est gâté. Voilà. Et du coup, je reçois tellement de demandes d'aide que, voilà, je sais pas. Je ne vais pas aider tout le monde, c'est vrai, mais voilà, je fais vraiment l'effort d'aider. Donc, il a fallu que vraiment elle soit là pour pouvoir me cadrer dans ce genre de choses-là, vous faites. Voilà. Donc, elle est là. Je dis merci à Dieu qu'elle soit là. Sinon, vraiment, je pense qu'elle allait vraiment me cogner la tête. Voilà. D'accord. Mais au cas où il n'y a pas d'accord possible, Léo campe sur ses positions, Dion campe sur ses positions. Comment est-ce que vous gérez ces situations? Bon, moi, j'ai fini par me rallier. Moi, je pense qu'il y a un cas, par exemple, un cas concret, je ne vais pas rentrer dans les détails, où une jeune sœur qui était ici, qui avait demandé, m'avait appelé, grand frère, je veux que tu m'aides à financer des concours de mes parents au pays, de mes jeunes frères au pays. Bon, moi-même, mes frères, mais il y en a qui ne travaillent pas encore. Et bon, je n'avais pas d'argent, donc s'il devait l'aider, c'était un truc d'environ 500 000, non, si je ne me trompe pas. Et bon, environ 1 000 euros comme ça, si je ne me trompe pas. Il dit, mais bon, et j'ai soumis la sphère à ma femme. En tout cas, je me dis, mais attends, pourquoi
Moi aussi, il y a mes parents qui ne travaillent pas et puis je vais m'engager à financer des concours des personnes de ta famille. C'est pas mauvais, c'est bon. C'est une manière de les aider à être indépendants. Mais quand je lui ai soumis le projet, elle a dit, mais en tout cas, en une seule phrase, elle m'a convaincu. Et du coup, on n'a pas carrément dit à la personne que, attention, ça, c'est un projet qu'on ne pourra pas vraiment, on ne peut pas s'engager parce que, voilà, on ne voit pas vraiment la nécessité de ce truc, au fait. Voilà, on ne peut pas. Donc, c'est déjà des cas, par exemple, où c'est direct, elle me dit, ça, on ne peut pas le faire. Et moi, je me rallie. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que tu te sens après avoir convaincu? C'est quoi? Oui, je suis fière, je suis contente. Voilà. Pas parce que je vais imposer, voilà, me dire et tout, mais c'est la réalité, en fait. Quand il t'écoute, c'est bon. Voilà. Parce que c'est quelqu'un, il est très têtu. Voilà. Donc, quand il te dit oui, il a compris, là, au moins, c'est comme si il a gagné un combat quand même. Voilà. Ça. Donc, c'est par la force de l'argumentation que tu arrives à le convaincre. C'est ça. D'accord. Donc, outre ces différences de point de vue, il y a des résultats qui en ressortent, soit c'est un oui, soit c'est un non, soit c'est un peut-être, ou on verra comment est-ce que ça va évoluer et on prendra une décision. C'est en cela que ça se résume. D'accord. Mais quelles sont vos priorités financières? Ça a été déjà expliqué sur un pan. On fait des achats en fonction du besoin qui se présente sur le moment. Et quelles sont vos visions financières en général? Bon, je me pencherai plutôt sur les priorités financières. Bon, pour moi, ce qui est important, c'est quand le mois finit, lorsque on a nos salaires, c'est de commencer à penser à payer toutes les factures. C'est-à-dire que gérer avec la maison, avec la banque, faire un budget pour le carburant, c'est très important. Et aussi les assurances, c'est qu'une fois que c'est géré et qu'on a pu peut-être garder quelque chose de côté. Et puis aussi, il y a des besoins au niveau du pays, au niveau de la famille au pays. On fait comment on fait l'effort de les aider, de les soutenir un peu. Et puis, le reste, ça gère, quoi. Même si on n'a plus rien, que ce sont nos économies qui sont là, on est à l'aise, quoi. Voilà, c'est dans ça qu'on met nos priorités. Assalfo le disait comme ça, si je peux le citer. Et quand tu finis de payer l'école de tes enfants, tu finis de payer ta maison, tu finis de payer tes factures et que tu es fauché, tu n'es pas fauché, tu es plutôt un responsable. Donc, voilà, j'ai lu ça dans son roman, le livre d'Assalfo. Et du coup, j'ai compris qu'effectivement, voilà, quand tu finis de faire toutes ces dépenses, que tu n'as plus rien, sois fier. Dis-toi que je suis responsable. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu ça nos priorités financières. Voilà. Pour ne pas qu'un jour, on va dire, il y a telle facture, à l'Allemagne, tu connais. Tu ne paies pas la facture, 2 semaines après, ça s'augmente, et après, tu as tous les soucis. Donc, du coup, on fait vraiment, quand le mois finit, on fait l'effort de gérer tout ce qui est facture. Puis maintenant, le reste, voilà, on fait un peu. Voilà. Tu as aussi oublié la nourriture. Ah oui, c'est important. C'est important. Oui. Si tu ne manges pas, comment tu vas aller au travail? Ouais, bon, c'est vrai que j'ai la nourriture. Donc, donc c'est qu'il y a voilà, et comme il a dit, quand on finit de gérer maison, voilà, et cela, comment dire, voiture, carburant, voilà, tout ça. Donc, on met aussi un peu de côté aussi pour la nourriture. Voilà, et puis, voilà, et un peu pour la famille, sa famille, ma famille. Enfin, ce n'est pas à tout moment, mais quand même, il peut arriver qu'il y a des dépenses qui sont au niveau de la famille qui nous attendent. On essaie de régler ça et puis le reste aussi, on met, on économise. Voilà. D'accord. Mais au vu de tout cela, comment est-ce que l'argent influence votre couple? Au vu de tout ce que vous avez expliqué, comment est-ce que l'argent influence le couple? Parce que, supposons une balance. Du côté gauche, c'est le couple. Néa, et du côté droit, c'est l'argent. Parce qu'il faut quand même que la balance penche d'un côté ou de l'autre. Donc, comment est-ce que l'argent influence votre couple? De quel côté ça pèse plus? C'est l'argent qui donne le ton de l'orientation du couple ou c'est le couple qui donne le ton? Je pense que c'est sur ce pan-là. C'est le couple qui donne le ton, au fait. Voilà, c'est une décision de comment... On ne laisse pas l'argent nous gérer. On ne laisse pas aussi l'argent venir mettre des choses dans le foyer. C'est vrai, quand il n'y en a pas, on lui fait l'effort de gérer avec les moyens de bord. Voilà. Et quand il y en a aussi, on fait des dépenses, certes, mais on sait aussi que, attention, il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. Donc, c'est nous, nos couples, qui décident de comment on va gérer notre argent, en fait. Donc, l'argent n'a pas vraiment d'influence.
dans nos couples, ou par exemple, la folie des grandeurs, Oui. parce qu'on a un peu d'argent, on fait des folies ou tout ça. Non. Ou bien parce qu'on a un peu d'argent, on devient impoli, orgueilleux. Non, Oui. non, non. Ou bien parce que peut-être que monsieur gagne plus que madame, il Oui. vient avec l'argent à la maison, il fait ce qu'il veut, ou bien il ne respecte pas madame, Oui. ou bien madame gagne plus que monsieur, et puis madame ne respecte plus le monsieur. Oui. Non, non, nous, chez nous, c'est pas comme ça. C'est le couple qui est Qui sur donne le l'argent, ouais, qui donne le ton. D'accord. Voilà. Il y a quelque chose à ajouter? Parce qu'il a tout dit, hein, voilà, c'est nous qui orientons l'argent et non Oui. l'argent nous oriente. Non, D'accord. on fait pas ça. Donc, d'abord le couple et Mhm. l'argent vient en seconde Non. position. D'accord. Et dans ce monde de couple qui donne le ton, comment est-ce que vous trouvez le juste milieu? Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre pour que la balance ne penche pas du côté de l'argent comme maître? Parce que c'est expliqué, on a bien compris ce que vous avez dit. Mais concrètement, comment est-ce que vous donnez ce ton-là dans les actes? Ok, les Allemands disent que priorité est un Setzen. Oui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre des Tout à fait. priorités. Il faut prioriser les choses, au fait. Oui. Il faut prioriser les dépenses. Comme je l'ai répété, le mois fini, nous sommes au 1er du mois déjà. À partir du 2 déjà, il faudrait que les banques ont fini de régler tout ce qui est facture de banque. Oui. C'est numéro 1. Ça, je sais que si une fois que ça c'est réglé, c'est OK déjà. Je sais que mon carburant est assuré pour le mois. Oui. C'est déjà bon. La nourriture du mois, ça vient après. Parce que si je suis dehors que je n'ai pas mangé, personne ne sait que je n'ai pas mangé. Oui. Par contre, si je ne peux pas aller au travail parce que je n'ai pas payé le carburant, on va savoir que je ne peux pas aller au travail. C'est ça. Donc, dans toute chose, c'est vraiment mettre des priorités là, au fait. Mais tout ce qui est aide ou bien au pays et autres, là, ça vient toujours à la dernière position. Oui. C'est parce que je gagne à manger que j'arrive à aider les autres. Oui. Voilà, donc, en tout cas, pour répondre à la question concrètement, c'est mettre des priorités. Ça, après ça. Oui. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce qu'elle dit, on met les priorités et puis quand la fin du mois arrive, du coup, voilà, il ne me cache pas son argent, c'est mon argent, c'est son argent. On met tout sur la table et puis maintenant, on essaie de mettre les priorités pour ne pas qu'il y ait des palabres, pour ne pas que l'autre peut-être dépense plus que son ami pour dire, ah, mais ce mois, c'est moi qui ai donné plus et toi, tu n'as pas donné plus. Non, on ne fait pas ça. C'est en tout cas pas égal. Oui, c'est concret. Donc, ce qui peut ajouter encore, peut-être Oui, bien sûr. on a un compte commun. Oui. Voilà, on a un compte commun et on a le même compte bancaire. Et quand on n'a pas les mêmes employeurs, son employeur paye son salaire sur le même compte. Le mien aussi fait pareil. Et du coup, on sait vraiment jongler le truc. C'est-à-dire qu'il y a la maîtresse du budget. Oui. Vous savez qui gère vraiment le budget, elle a la clé du coffre. Donc voilà, c'est elle qui gère. Et du coup, avec ça, voilà, on sait comment vraiment marcher, quoi. Voilà. D'accord. Donc, ce sont des choses qui contribuent à l'épanouissement, à la bonne entente dans le couple, du moment où tout est clair et autres. D'accord. Nous continuons avec un autre volet. Et tu m'avais donné l'information concernant l'achat immobilier que vous avez effectué. Donc, vous êtes propriétaire d'une maison. Et quelles sont les circonstances qui ont poussé à cette décision? Ok, bonne question. Oui, effectivement, je le confirme encore. Dieu nous a fait la grâce d'être propriétaire d'un appartement et à Steinheim, bon, là où nous habitons, en Allemagne, disons, dans la zone de Stuttgart. Et voilà, quels sont à pousser? Ok, quand tu regardes aujourd'hui, tout est devenu cher. Les loyers deviennent de plus en plus chers. Et là où nous étions à Ludwigsburg à l'époque, on avait un très bel appartement, on vivait en location. Et ce qu'on payait par mois était énorme. Et parce qu'on payait avec tout 1200, 1300 euros pour deux pièces chaque salon, deux chambres salon, c'était énorme. Et du coup, l'argent pour revenir, voilà, et du coup, c'était trop. Oui. Et en plus de cela, en 2018, déjà, moi, j'avais entrepris déjà à me renseigner auprès des aînés en Allemagne ici, des Ivoiriens aînés qui sont venus avant nous. Je leur ai dit que j'ambitionnais comme ça acheter un appartement dans l'avenir. Oui. Et bon, c'était mon déconseillé. Ils m'ont plutôt dit que carrément déconseillé. Voilà. Ils m'ont dit que, petit frère, si tu es intelligent, il faut acheter villa au pays, en Côte d'Ivoire. Et effectivement, j'ai écouté les conseils. Donc, du coup, j'ai agité le projet. Oui. J'ai agité le projet. Et je pense, même si je ne me trompe pas, j'ai eu à parler avec Roselyne Yao, Madame Kofi, que je salue au passage. Et on a parlé, bizarrement, elle voulait me mettre sur le chemin. Elle m'a dit, Dion, je pense que c'est bon de le faire. Oui. Mais en ce moment aussi, bon, on était tous élèves encore, on était encore en formation à l'école, tout ça. Donc, j'ai agité le projet. Et bizarrement, en 2022, et pendant que j'étais en service,
j'étais encore à l'hôpital ici à Ludwigsburg, j'étais en service et il y a une femme, elle est technicienne de surface qui est rentrée dans mon bureau. Et quand elle est rentrée, la première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que moi j'ai une maison? J'ai dit, mais c'est quelle question ça? Depuis quand il y a ça entre toi et moi? Et ça m'a fait vraiment bizarre. J'ai dit, ok, moi je n'ai pas de maison, pourquoi tu me demandes la question? Elle dit, non, elle balaie le sol, où moi je m'assois pour travailler là. Elle a acheté une maison pour elle-même. Et si moi je n'ai pas de maison, elle ne peut plus me respecter. Ça, c'est la technicienne de surface qui sont ses paroles. Qui me dit ça. Bizarrement, elle est partie, je suis venu à la maison, ça m'a fait très mal. Moi, je suis quelqu'un, quand on fouette mon orgueil, c'est là que je sors mes griffes au fait. Le grand jeu. Voilà, je dis, mais c'est pas normal. Pourquoi elle me parle comme ça? C'est vrai, c'est ma maman, c'est une maman. Oui. Voilà, elle peut me parler comme son fils. Mais de cette manière-là, bizarrement, ça m'a fait tellement mal, je suis venu à la maison. Et comme ça, quand j'en ai parlé à ma femme. Et bizarrement, en 2018, quand j'ai eu l'idée du truc, bon, là, elle n'était pas trop truc. Et quand je suis revenu maintenant avec la dame qui m'a fait, elle a fini de fouetter mon orgueil. Je suis rentré à la maison, je n'ai pas à ma femme. Elle m'a dit que ouais, elle n'est pas partante. Parce qu'en 2018, là, elle voulait me persuader à m'engager dans le projet immobilier. Et moi, je ne l'ai pas écouté. Bien vrai que Roselyne a même sa bouche dedans pour dire que ça sera quelque chose de bon, mais je ne les ai pas écoutés. Voilà. Et moi, je reviens vers elle maintenant avec le projet immobilier. Et du coup, voilà, elle ne m'écoute pas. Je vais y revenir. Voilà, je ne vais pas oublier. Et donc, tu as d'abord émis l'idée de l'achat immobilier. Et il n'était pas d'accord au début. Oui, en 2018. Oui, explique un peu. Voilà, j'ai dit comme ça, chérie, est-ce qu'on achetait une maison en Allemagne, par exemple? Parce qu'ils pensent qu'on va passer quand même 90% de nos vies ici. Oui. Voilà. Il faut voir la réalité, en fait. Faut pas penser, parce que lui, il disait non, après 10 ans, 15 ans, on va rentrer. Oui. Mais ça, c'est. Tu vois, et il dit non, que lui préfère plutôt en Côte d'Ivoire. Il s'est renseigné, comme il a dit, auprès de ses amis et tout. Il est venu me dire non, lui, il n'est pas d'accord. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Non, j'ai laissé tomber. Et en 2022, il revient, il me dit non, il veut qu'on achète une maison. Il n'a même pas écouté, mais oui, mon frère, tu m'as déjà dit que tu ne veux pas. C'est quelle histoire de maison à l'heure encore? Pardon, où je suis là? Ma tête n'est pas sur ça, en fait. Il faut me laisser tranquille. Donc, du coup, voilà. À chaque fois, il revenait là-dessus. En tout cas, c'était comme. Il me plaît. Il insistait. Et en tout cas, jusqu'à ce qu'on ait la maison, tu peux lui demander, je n'étais pas vraiment engagée comme ça. En tout cas, 80% n'étaient pas du tout engagés. Parce que je me disais que non, ça ne va pas aboutir. Peut-être. Pourquoi moi, je t'ai dit hier, tu as dit que tu ne veux pas. Et puis maintenant, aujourd'hui, tu as venu derrière moi pour me dire non. Moi aussi, je ne veux pas. Et donc, c'était comme une petite revanche que tu... Non, voilà, c'était comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, pendant qu'on menait la démarche pour acheter la maison, parce qu'il a travaillé plus que moi. En tout cas, 99%, 99%, c'est lui qui était au four et au moulin. Et j'étais désintéressée. C'est vrai, parfois, il partait avec lui pour aller visiter la maison. Parce que sans mon oui, il ne peut pas acheter la maison. C'est ça. Donc, souvent, il faisait esprit, bon, allons. Quand on s'en va, il dit non, ça, il ne veut pas. On se boute sur la route, puis on arrive. On a quand même visité plusieurs 4-5 maisons comme ça. Chaque fois, il disait, mais ça me plaît. C'est pas mon goût, en fait. Et quand il dit qu'il ne veut pas, on arrive à la maison, on ne se parle pas. Après, il cherche encore. Jusqu'à ce que, voilà. Ce que tu dis, le bon arrive. Oui, il s'est quand même démerdé. Et il faut que, voilà. Et donc, je reviens maintenant à là où on s'était arrêté. Et donc, la technicienne de surface a fouetté ton orgueil. Et ça a travaillé. Oui, effectivement. Voilà, effectivement, j'étais seul dans cette démarche parce que j'étais vraiment convaincu que c'était un bon projet. Convaincu, mais je n'avais aucune information. Je n'avais pas aussi d'amis chez qui je n'avais pas demander grand frère ou bien cher frère, comment tu as fait pour avoir pour toi. Je ne connais pas quelqu'un qui peut m'aider dans ce sens-là. Donc, il faudrait que moi, je me forme sur Internet. Je cherche sur YouTube, je cherche des articles en allemand à lire pour comprendre. Je ne comprends pas tout. Je prends mon dictionnaire, je cherche. Ce n'était pas facile. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé à mettre un profil en ligne, un profil qui donne des renseignements sur notre salaire, sur notre travail, de comment on vit en Allemagne, tout ça. Et bizarrement, quand j'ai mis le profil en ligne, c'est des banquiers qui me contactaient maintenant pour me dire qu'ils peuvent nous donner des financements pour l'achat d'un bien immobilier. Ok, c'est bizarre. Ok, donc du coup, j'ai pris des rendez-vous avec ces personnes. Il y en a qui ont fait des entretiens en ligne qui m'expliquaient comment on va procéder, tout ça. Il y en a chez qui on est parti physiquement. Et souvent, je dis à ma femme, allons, elle ne veut pas partir. Donc, il faudrait que je la persuade pour qu'elle me suive pour partir.
Et on a fait des entrées en ligne. Voilà, les banquiers devaient nous revenir. Et après, maintenant, on allait physiquement rencontrer un autre. Quand on est parti, le gars a donné sa confirmation qu'il peut financer le truc. Il nous a même donné, comment on appelle ce papier-là, une confirmation de financement. Oui. Voilà, ils appellent financer nos bestätigung. Et donc, on avait ça. Il a dit que soit le montant, jusqu'à 500 000 euros, il pouvait financer. Ah. Ouais. Du coup, la maison, à intervalle 300 000 jusqu'à 500 000 euros, on pouvait avoir la maison. Et waouh. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un autre truc qui nous attendait que je ne savais pas. Ah bon? C'était quoi? C'était, en ce moment-là, je n'avais pas encore la carte de séjour illimitée. Voilà, je donne ça comme information pour des personnes qui peut-être seront intéressées un jour. Et ma femme, elle avait la carte de séjour illimitée. Chose bizarre, on a fait la demande le même jour, mais pour elle est sortie 2 mois après, pour moi, elle est sortie 1 an après. Moi, ma vie n'est pas facile. Donc, et quand on est arrivé, le banquier a dit, OK, voici les documents, on a fini de signer. Oui. Donc, je signe. Il me dit, OK, donc donnez vos pièces, on va faire les copies. Moi, je donne ma carte de séjour normale que tu connais là. Il me dit, non, mais avec cette carte de séjour, ça ne passe pas parce que tu dois avoir la carte de séjour illimitée. Oui. Il dit, mais j'ai un contrat de travail illimité. Il dit, ça ne suffit pas. Donc, du coup, le contrat doit être annulé. Séance tenante. Oui. Ça veut dire le contrat annulé, ça veut dire que c'est mort, c'est fini. Donc, j'étais tellement découragé. Je sortais du bureau du monsieur. J'étais tellement découragé. J'arrive à la maison. Je regarde, j'ouvre ma boîte aux lettres. Je vois que le service d'immigration m'a envoyé une lettre pour venir récupérer ma carte de séjour que j'avais demandé depuis il y a 1 an. C'est la carte de séjour qui avait été la base du refus. Voilà. Tu reçois maintenant, le même jour, une lettre d'invitation pour le retrait. Pour la carte de séjour illimitée, qui était la condition pour le financement de l'immobilier. Il dit waouh. Donc, on a pris ça. Je suis allé rapidement donner tout. On a signé le contrat. Tout est OK. Voilà. Et voilà, donc, on s'est engagé et à chercher maintenant la maison qu'il faut. Oui. Parce que le financement est là, il faut trouver la maison. Maintenant, on a tourné partout. Ma femme, toutes les maisons qu'on a vues, elle refusait. Ça ne me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Pourtant, ça m'énervait parce qu'elle ne cherchait pas. C'est moi qui cherchais. Oui. Je me tracasse, je fais tout. Souvent, les nuits, je ne dors même pas. À 2 h du matin, je me lève sur l'ordinateur en train de chercher des offres. Je lui viens lui montrer ça. La fenêtre est trop bizarre. Le balcon est trop petit. Ce sont des remarques comme ça qu'elle faisait qui, moi, m'énervaient. Mais je me dis, bon, OK, c'est moi l'homme. Il faut vraiment, faut aller jusqu'au bout. C'est ça. Et voilà, donc bizarrement, on est tombé sur cette maison-là. Et cette maison, quand je lui ai montré les images, elle a dit que la maison est belle, c'est bien, c'est un truc. Donc, on va aller voir. On a pris la voiture, on est venu maintenant à la maison ici. Et il y avait beaucoup de clients qui visaient la maison ce jour-là. Et moi, je me suis dit, bon, nous sommes des Noirs dans un quartier résidentiel comme ça. Personne ne va nous donner sa maison. Parce qu'on n'a pas quand même bonne expérience avec les bailleurs. Donc, je me dis, OK, good, on va quand même voir. Quand on est entré dans la maison, la réaction de mon épouse m'a rendu vraiment... j'étais content. Elle a crié d'abord, waouh, quand la dame nous a ouvert la porte pour voir la maison, elle a crié, waouh. Donc, du coup, j'ai dit, waouh. Ce qu'elle s'est dit, ça veut dire qu'elle est d'accord. On a visité la maison et donc chacun avait 15 minutes pour visiter la maison. On a visité la maison, donc on attendait en bas pour le retour de la personne qui nous a ouvert la porte, bon, disons, du vendeur. Et après, maintenant, tous ceux qui sont passés, ils ont pris la voiture, on est parti, tout ça. Et la dame demande. Donc, je lui dis, nous, on est prêts à la maison, nous, on veut payer la maison, on va acheter la maison. Je lui donne maintenant la confirmation du financement. Elle me dit, mais c'est pour vous? Il dit, oui, c'est mon nom qui est dessus, bien sûr. Et elle ne croyait pas. Bon, nous sommes en Allemagne, nous sommes les Noirs, donc c'est un peu compliqué. Elle appelle directement le banquier pour savoir, parce que le banquier a tous ses coordonnées sur le papier en question. Elle appelle le banquier pour lui savoir si vraiment c'est nous qu'il a reçu dans son bureau. Sur de l'action. Effectivement. Il a dit, bien sûr, ils étaient chez moi, le couple était chez moi. En tout cas, voilà, on a vu le salaire, tout ça, on peut leur donner un financement. Jusqu'à 500 000 euros. Elle a dit, OK. Elle me dit maintenant que tous ceux qui sont venus visiter la maison, aucune des personnes n'en a la confirmation de financement. Donc, comme c'est vous qui l'avez, je ne vais plus tarder. Je vous donne la maison. Sur le champ. Sur le champ. Donc, c'était la confirmation. On est rentré à la maison très content. Et là, encore, ma femme arrive à la maison, encore, elle recommence ces choses-là. Elle me dit non que voilà, c'est loin. Parce qu'elle doit prendre le train ou bien on doit rouler la voiture plus de 15 minutes pour aller au travail. C'est trop. Elle veut une maison dans la ville, là où nous travaillons. J'étais énervé, mais attends, le Vixou, c'est pas moi, c'est pas bien comment. C'est pas tes parents sont pas là-bas. On est venu à l'aventure. Là où on sait qu'on peut dormir en paix, là, c'est là-bas qu'on va. Mon père disait, père à son âme, qu'il n'y a pas de mauvais endroit pour acheter une maison. Partout, tu peux avoir une maison, achète. Vas-y, engage-toi. Et bon, là encore, j'ai vu la main de Dieu. Là, ma foi est vraiment devenue très grande. Tu me connais. Et parce que je voulais que ma femme soit convaincue.
que on peut rester à Louisbourg, travailler à Louisbourg et puis habiter ailleurs. Puisqu'on est véhiculé. Justement. Elle roule, je roule. Où est le problème? Donc, la maison est belle, ça me plaît bien. On a tout est confirmé maintenant. Pour maintenant engager la procédure de déménagement, tu me dis non que là-bas est loin. Donc, je dois encore chercher une autre maison. Et moi, ça m'énerve. Il dit bon. Quand je lui parle, elle s'énerve. Donc, du coup, on termine l'addiction de queue de poisson. D'accord. Et brièvement, mais c'était quoi? C'était la continuité de la revanche que tu voulais prendre ou bien c'était quoi? C'est pas ça, Sean, mais c'est le coin, comme c'est dit là. Je sais pas, mais j'aime tellement la ville de Louisbourg. Le nom même là me plaît tellement que j'ai pas voulu laisser la ville. Et même quand il était en formation ici, que moi j'étais à Tübingen là-bas, quand je venais les week-ends lui rendre visite, quand je suis dans le train comme ça, et puis le train dit Next Haltestelle, et puis il dit Ludwigsburg. Tu ne peux pas comprendre la joie qui m'anime. Et pour dire le prochain arrêt, Ludwigsburg. Et le nom de la ville, donc je ne veux pas vraiment quitter le truc. Donc, et puis le nom de la ville d'ici, là, où on est actuellement, Steinheim, là, ça ne me plaisait pas. Et il vous me demander tu habites, et puis il dit Steinheim, en amour. Mais ça, c'est quoi ça, là? Donc, du coup, ça me plaisait, je ne voulais pas du tout. Et puis, le jour, par exemple, que lui, il travaille le matin très tôt, il va avec la voiture. Moi, je suis venu avec le train. C'est environ 45 minutes avec le train, en tout cas. Mais avec la voiture simple, c'est 15-18 minutes, un truc comme ça. Donc, il dit, mais tout ça, c'est long. Moi, je vais prendre le train. En hiver, c'est trop de choses, je ne veux pas. Et c'est tout ça que j'ai calculé, puis j'ai dit que non, je ne veux pas. D'accord. Voilà. Donc, on continue avec le récit. Ça t'énervait à un moment donné. Mais à un moment donné, mais attends, on a tous quitté. Moi, j'ai quitté Alakwamekro, mon campement, pour venir jusqu'en Allemagne ici. On est venu chercher l'argent. On est venu vraiment se mettre à l'abri du besoin, voilà, aider un peu. Pourquoi tu as forcément... Est-ce que ils n'ont pas coupé ton cordon ombilical à Louisbourg? Voilà. Pourquoi tu vas être vraiment concentré sur Louisbourg? Donc, ça m'énervait. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à convaincre mon épouse. Pour que, montre-lui que ce chemin sur lequel je suis là, c'est pour notre avenir, c'est pour notre progéniture. Il faudrait qu'elle s'engage avec moi. Parce que si elle ne s'engage pas, je ne peux pas continuer le projet. Et donc, j'ai prié et puis on a dormi. Et chose bizarre, cette nuit-là, à 2h du matin, je me souviens très bien, c'était un mardi, à 2h du matin. Et on dormait et puis elle se réveille. Et moi, je ne dormais pas. À 2h, ma tête tourne, ça tourne tellement. Elle me dit, non, chérie, la maison qu'on a allé voir là, je pense que c'est une bonne idée parce que là, comme on a la voiture, voilà, on peut essayer de s'échanger, la voiture, tout ça. Je pense qu'on va s'engager pour le projet. Il dit, gloire au Seigneur. Il dit, Dieu, tu es bon. Tu as écouté ma prière encore une fois. Et là, en même temps, le matin, j'appelle pour dire que pour tout coordonner en même temps. Et c'est dans ça qu'on a tout coordonné. Dans la banque, maintenant, a dit, OK, comme on donne le OK, ils vont maintenant faire les papiers pour le financement, tout. Et ça devait prendre 6 mois, 5 à 6 mois comme ça pour nous revenir, pour nous confirmer. Pour que tous les documents soient faits. Et voilà, on a dit, OK, il n'y a pas de souci, on n'a pas de pression. Là, on habitait, là, on était à l'aise. Et bon, voilà, ils ont gagné la procédure. Bizarrement, presque une semaine après, on m'appelle pour me dire que la banque a confirmé tout, que l'argent est là. Et waouh. OK, donc on s'engage alors. Voilà. Maintenant, je peux continuer voilà, le récit. Et donc, du coup, tout était OK. Voilà, on a démissionné de la maison de l'autre côté. On a résilié le contrat de bail avec notre propriétaire là-bas. Donné à une date, on a dit, bon, telle date, on quitte la maison, tout. Donc, lui aussi, il a trouvé quelqu'un qui va nous remplacer dans la maison. C'est là que vraiment les choses ont commencé à être compliquées encore. D'accord. Avant qu'on ne revienne sur les choses compliquées. Oui. Qu'est-ce qui t'a convaincu en fin de compte? La nuit, comme il a dit là, en tout cas, sa prière qu'il a fait, il ne sait pas à quel moment il a prié. Moi, c'est que je suis dans son bunker là-bas, il a prié. Et voilà, Dieu a vraiment agi. La nuit, je n'arrivais plus à dormir. Puis j'étais en train de réfléchir maintenant, mais voilà, mais est-ce que je suis obligée d'être à Ludwigsburg? Tu vois, non? Ce n'est pas ma ville, ce n'est pas mon village. Voilà, je suis appelée à aller ailleurs. Pourquoi je ne peux pas? La maison, elle est belle, j'ai regardé, elle est belle. Mais je peux partir. Si elle vient avec le train, ça peut aller quand même, en fait, tu vois un peu. Non, j'ai commencé à accepter ça. Puis j'ai commencé à réfléchir, mais il y a par exemple telle personne qui n'habite pas à Ludwigsburg, qui dans un village à côté, qui vient avec le train, le bus. Et ça marche bien, en fait. Pourquoi je ne peux pas essayer? Et c'est ce qui a fait maintenant, je me suis tournée vers lui. Puis j'ai dit, chérie, comment on appelle ça? Et voilà, je suis d'accord pour la maison et tout.
Parce qu'il me boudait. Donc, voilà, il était étonné que, voilà, ça vient de moi, en fait. Voilà. Et puis, le lendemain, voilà, dès qu'on s'est réveillé, il a commencé en même temps à faire la démarche pour ne pas qu'on perde la maison et tout. Voilà. D'accord. Et là, tu racontais la difficulté que vous aviez rencontrée. C'était quoi? Oui, la difficulté, c'était que quand on a fini de résilier le contrat là-bas et la banque a confirmé le financement, tout, il a fallu un papier, c'est-à-dire ici, j'ai oublié le nom du papier là, c'est un papier qui te permet, c'est-à-dire on fait des enquêtes. Oui. C'est-à-dire le vendeur de la maison, où il a pris de l'argent pour payer la maison à l'époque. C'est-à-dire que il faut un huissier, et on engage un huissier pour faire des enquêtes pour voir si véritablement le monsieur il a pris de l'argent pour acheter la maison à l'époque, dans cela 20 ans ou bien 15 ans ou bien. C'est-à-dire qu'il faut d'abord tracer, voilà. pour savoir comment est-ce que le premier propriétaire Effectivement. a acheté le bien Effectivement. avant qu'on arrive à votre niveau. Effectivement. Ah, Parce que le truc qui est derrière, caché derrière, c'est qu'il peut arriver que le gars a pris un crédit quelque part et puis il n'a pas fini de solder. Oui. Et puis vous rentrez dans la maison, la banque va un jour venir réclamer la maison. Donc, c'est-à-dire qu'il se débarrasse, au fait. Effectivement. Donc, pour voir tout ça, il faudrait que les huissiers et puis des avocats non sont impliqués, je pense bien. Des avocats sont impliqués. Ils font des enquêtes pour voir où le monsieur a pris l'argent pour payer le loyer, la maison à l'époque. Et une fois que tout est détaillé, qu'on dit que okay, le monsieur n'a plus de crédits dehors, ou même s'il a des crédits dehors, il va falloir que notre nouvelle banque là, paye ses crédits avant que nous rentre dans la maison. Donc, ce papier-là, l'huissier qui doit faire ce travail-là doit nous donner un papier. Et c'est après, maintenant, d'avoir ce papier, qu'il paye finalement l'argent du vendeur. Ah, d'accord. Et le vendeur, il attend jusqu'à ce qu'il reçoive son dernier cent avant de te remettre les clés de la maison. Et là, on avait déjà démissionné de l'autre maison. On avait déjà résilié le contrat. Maintenant, on attend ce papier. On attend, ça ne vient pas. Donc, nous, on a commencé quand même, on avait espoir que la date donnée, on va quitter là, parce que nous, on dit ça ne dure pas. Ouais. On a commencé à mettre nos bagages ensemble, à réfléchir à comment on va mettre les assiettes ensemble. Ouais. Donc, j'étais là comme ça en train d'emballer les tasses avec un journal. Je regarde, je vois une photo d'un monsieur. Et le visage m'était familier. Il dit, mais attends, le monsieur, j'ai dit à ma femme, le monsieur il ressemble à notre notaire. Hein. On regarde, c'est nécrologie. Il dit, le gars pas me dit qu'il est mort. Je regarde bien, c'est le monsieur. Il est mort de façon inattendue. Le notaire qui s'occupait de votre dossier. Nos dossiers. Qui décède. Qui décède de façon inattendue. Je dis, mais attends, c'est sérieux ou c'est quoi? Donc, je prends mon téléphone, j'appelle sa secrétaire, elle me dit, non, effectivement, le gars, il est décédé. Que c'est beaucoup de choses dures. Il dit, mais là, on fait comment? Moi, j'ai résilié mon contrat. Je mets où mes meubles? Je fais comment? Parce que là, il y a le délai déjà là. Il faudrait que je fasse sortir mes meubles pour que l'autre puisse entrer. Je les mets où mes meubles? Moi, je peux me débrouiller dehors. Oui. Je fais comment? D'accord. On va y revenir. Je voudrais prendre un peu les impressions de Léo. Comment est-ce que tu t'es senti dans ces moments difficiles? C'était vraiment difficile, compliqué parce que tu as dit aux gens, on déménage. Oui. On déménage et puis tu vois, les appels, on vous dit, désolé. Voilà le problème. Est-ce qu'il peut y avoir un peu de place chez vous pour dormir? Non, mais tu as dit que tu déménageais. Tu vois, et c'était vraiment compliqué et on a commencé à prier. En tout cas, c'est Dieu vraiment qui a agi parce que la maison dans laquelle on était, le monsieur il était bien, il était très bien, il aimait bien notre affaire. On n'a jamais eu de problème d'argent avec lui et on lui a dit, est-ce que tu peux nous laisser un moment, peut-être c'est 1 semaine ou 2 semaines, le temps que ce problème se règle et puis on a déménagé depuis. Il dit, je sais que vous êtes des personnes bien, mais le souci c'est que la dame qui va rentrer dans la maison, elle aussi elle a déjà résilié son contrat là-bas. Et du coup, elle doit libérer sa maison pour venir ici, là où vous êtes. Donc du coup, vous êtes obligé de partir. Et là, maintenant, on s'est assis, on a commencé à réfléchir. Mais on fait comment? Ou bien on va contacter peut-être Roselyne, ou bien le couple Deschamps, voilà, pour dire que, voilà, est-ce qu'ils peuvent nous donner au moins leur grenier ou une place dans leur maison pour mettre nos meubles. Et puis, nous-mêmes, on allait peut-être louer une chambre d'hôtel, on allait dormir là-bas. Le temps que ça se règle. Voilà.
Donc, nous sommes dans une situation où vous avez résilié le contrat de votre logement. Yeah. Vous devez sortir normalement. Et là, vous ne pouvez pas entrer dans la nouvelle maison parce que le notaire qui s'occupe de votre dossier est décédé. Oui. Mais vous faites quoi dans cette situation compliquée? C'est quoi la seulement suite? Dieu. Dans ce sens-là, il a découvert le verset Matthieu 11, 28 Qui dit déposez vos fardeaux devant l'Éternel. Quel soit le fardeau que nous transportons, c'est-à-dire quand à un moment donné où tu sais que tu ne peux plus rien, c'est seulement Dieu qui doit agir. C'est-à-dire que le problème nous dépassait tellement que j'ai dit Seigneur, voilà mon fardeau, je dépose à tes pieds. Et j'ai fait la prière. Puis comme d'habitude, il y a des prières quand tu fais, Dieu, il t'écoute. Dieu t'écoute. Et c'est dans ça, on a dormi. Et du coup, c'était ma boîte aux lettres, j'ouvrais ça au moins 5 fois par jour. Espérant que le papier en question allait venir pour qu'on puisse finalement faire le truc. Mais malheureusement, cette lettre ne venait pas. Où on habitait, et puis le lieu du notaire, c'était environ 1 kilomètre. C'est-à-dire qu'on pouvait aller rapidement à pied. À pied. Du coup, 2 minutes, mais je pour venir. Mais pour que ça sorte le papier. J'appelle la secrétaire, je dis, mais pourquoi ne pas? Moi, je vais venir prendre le document. Elle dit non, il faudrait que le document laisse des traces. On ne peut pas prendre le document, donc il faut attendre. Que dans 2 semaines, ça va. Il dit, mais 2 semaines, je dors où? C'est-à-dire l'échéance, la date butoir à laquelle vous devez quitter la maison est approchée. Et là, vous n'aviez pas de toit. On n'a pas de toit. Oui, et c'est quoi la suite? J'appelle maintenant le vendeur et dis, bon, est-ce qu'on peut faire de façon exceptionnelle, un truc de façon exceptionnelle? Donne-nous seulement les clés, ou bien ouvre-nous la porte de la maison, on dépose nos meubles, et puis nous, on peut dormir dans la voiture, on peut dormir ailleurs, ou bien chez des amis. Il a dit, tant qu'il n'a pas son dernier cent, comme la loi le dit, il ne peut pas nous donner les clés de la maison. Il dit, waouh, c'était des moments. Je suis au travail, je ne suis pas tranquille. En tout cas, c'était difficile. Très difficile. En ce moment, mon père était très malade. En plus, mon père était malade, et du coup, c'était très compliqué. C'est un truc aussi, je ne peux pas aussi expliquer à tout le monde. Tu es là, je souffre. Et un jour, j'étais au travail, je lui ai envoyé un message, un mail vraiment bien écrit. À qui? Au vendeur. Au vendeur, oui. Pour lui dire, monsieur le vendeur, on est vraiment coincé. Et puis, la banque, bizarrement, le papier est passé à la banque déjà avant que ça n'arrive chez nous. Bon, la banque a déjà eu le papier. Ils ont fait le virement. Sans que vous ne sachiez. Sans qu'on ne sache. Donc, j'appelle, on dit, mais le virement est déjà passé. J'ai dit, ils ont fait le virement déjà sur le compte du vendeur. Et il attend qu'il devrait voir l'argent d'avoir son compte avant de donner les clés. Donc, on m'envoie les captures, les screenshots des traces de l'argent qui a été viré. J'envoie au vendeur. Il dit, vendeur, voilà que tout est payé. Il dit, il n'a pas encore reçu. Effectivement, souvent, ça peut faire jusqu'à 1 semaine. Quand le montant est costaud. Donc, le gars, il attend. Il a le droit. Je lui ai envoyé les captures, je lui ai envoyé le email. Il dit, bon, de façon exceptionnelle, comme je l'ai dit, il accepte de nous ouvrir, de nous donner les clés. Wow. C'était un 22 mai que je ne vais jamais oublier. Un 22 mai 2022. Le gars dit, venez à 16h, vous allez prendre les clés. Et le lendemain, en même temps, mon frère Seya, Germain Deschamps, et puis Landry Bobino, et puis Diabaté Chaka sont venus vraiment nous aider pour le déménagement. Et c'est depuis ce jour-là qu'on est dans cette maison. Donc, voilà. Au début, c'était beau. Quel récit. Au début, c'était vraiment tellement beau. On a pensé que ça allait se terminer comme ça. Mais attention, à la fin, là, il a fallu vraiment l'intervention de Dieu. D'abord, commencer par la carte de séjour qui n'était pas prête. Après cela, encore affaire de notaire qui décède en plein processus. C'était des moments dont j'ai vu la main de Dieu. Vraiment, les prières qu'on fait, Dieu nous écoute. Voilà. D'accord. Merci pour ce récit vraiment touchant. Mais je voudrais saisir quelque chose que tu as dit pendant l'explication. Après 2-3 visites, il a dit que quand tu es rentré dans la maison, tu as dit « Waouh, cette maison me plaît ». Maintenant, je voudrais poser une question que mon partenaire Donatien Aka, que je salue au passage, qui m'envoie la question. Il me dit « Comment distinguer l'émotion de la raison au moment du choix du bien ?» Parce que vous avez fait 2-3 visites où tu as dit non, elle ne me plaît pas, le balcon est petit et ça. Mais quand tu es rentré dans celle-ci, tu as dit waouh. C'est quoi le distinguo entre l'émotion et le choix qu'il faut faire? Le truc, c'est que moi, avant d'aller, quand il partait chercher la maison, moi, j'avais déjà l'image de la maison que je voulais. Ah, d'accord. Oui. Tu avais une idée claire. J'avais déjà une idée claire. Oui. Il a dit à Dieu, c'est que moi, je veux. Donc, toutes les images qu'il m'a envoyées, il dit non, je ne veux pas. Ça ne rentrait pas dans moi, mon cadre, au fait.
Je dis, je ne veux pas, je ne veux pas. Il dit, mais depuis que je cherche des maisons, tu me dis, tu ne veux pas. On marche, on va ici. Il dit, mais ce n'est pas ce que je veux. Donc, en tout cas, tel qu'il a tracé l'image de la maison de mon rêve, ou ce que je voulais, je ne peux pas dire que c'est comme ça, ce que Dieu m'a donné. Donc, je suis rentrée, quand j'ai vu d'abord l'allée, j'ai vu vraiment, c'est pas, mais j'ai vu la vie dans la maison, en fait. Voilà. C'était en pleine journée, mais tu vois, il y a la maison, tu as oublié d'allumer la lumière. Ils avaient ouvert les jalousies et tout. Tout était clair. Et puis, tu vois, l'allée est bien grande. Tu vois la vie, tu vois vraiment. Et quand elle a dit non, par exemple, ce WC, ça, c'est pour les invités. Les invités. Puis, il y a encore l'autre WC pour vous. Tu vois, et c'est ce que je voulais. Moi, je voulais que ça devait se séparer pour les invités. Et puis, pour moi, voilà. Et la cuisine, je ne voulais pas la cuisine dans le salon. C'est ma première maison. Elle était belle. La cuisine, c'était dans le salon. Et je voulais une cuisine à part. Donc, je suis rentrée. Puis, j'ai vu, tel que les choses étaient placées, c'est que je voulais. Il dit, mais c'est comme si il dit, mais Dieu même, il fait con. ça dit, tu as vu le couloir, tu as vu la cuisine, tu dis, waouh. Justement. Voilà. La seule chose qui n'était pas dedans, j'ai dit que je voulais une maison au rez-de-chaussée. Voilà. C'est tout ce que je voulais, mais Dieu m'a donné la maison que je voulais, mais pas au rez-de-chaussée. Donc, j'ai accepté la maison, mais voilà. Du coup, donc, j'ai dit, bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Bon, voilà. Donc, c'était un peu ça, en tout cas. Ma maison était déjà mûrie dans la tête, et puis j'ai vu l'image. Donc, quand je suis rentrée, c'est ce que j'avais mûri, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de frère Donatien. Oui, très bien. La question suivante de Donatien, c'est être propriétaire est-il toujours rentable? Tu avais expliqué le fait qu'il fallait débourser une somme quand même conséquente pour la location. Et maintenant que vous êtes propriétaire d'un bien immobilier dans lequel vous vivez, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est toujours rentable? Oui, il y a une différence. Je peux le conseiller à tout le monde, hein, voilà, à toute personne qui hésite encore à s'engager. Parce que quand je prends le cas, par exemple, avant on payait 1500, bon, avec toutes les dépenses, hein, pour 2 chambres salon. Et on payait le crédit de quelqu'un. C'est-à-dire notre propriétaire là-bas, lui aussi, il avait le crédit à la banque. Et puis, c'est nous qui payons son crédit, au fait. Et puis, c'était trop. Et puis, c'est un crédit, on paye. Et à la fin, s'il veut, il peut nous faire sortir. Et puis, le contrat, c'était 5 ans, non? Après 5 ans, il a le droit de nous de quitter la maison. C'est-à-dire, on était là-bas, on avait déjà quitté la maison. Parce qu'il y a plus de 5 ans passés. Et du coup, je me dis, bon, OK, pourquoi ne pas nous s'engager et puis nous, on paye nos crédits? Un peu. Certains disent que non, mais pourquoi ne pas construire une maison au pays, tout ça là, c'est bon, c'est pas mauvais. On a des projets au pays, on a des terrains, on a des maisons qu'on construit au pays, c'est bon. Mais le loyer en Allemagne, tu vas le payer à vie. Tant que tu vis en Allemagne, tu vas le payer. Imagine par exemple, tu dépenses 1500 € pour quelqu'un qui prend pour payer lui son crédit et puis là, après, la maison lui revient. Pourquoi ne pas t'engager faire pareil au fait? Parce que, mine de rien, quand tu regardes, c'est que le loyer que tu payes par mois, pour certains, c'est jusqu'à 1500 €. Ça, c'est largement suffisant pour dire que je prends un appartement que je paye moi-même. Ou tu sais qu'en fin de compte, l'appartement te revient. Certains ont peur de dire, ils ont peur de s'engager parce qu'ils disent que, voilà, je paye peut-être 1500 € par mois et si je vais quitter la ville, mais tu vends ta maison, tu n'as rien à perdre, au fait. Voilà. Récemment, j'ai une collègue de travail avec qui j'ai travaillé qui a. Elle a propriétaire de maison. Son mari a trouvé un travail dans le NRV, le London Rheinland-Pfalz, genau. Elle a trouvé un travail. Son mari a trouvé un travail là-bas. Nordrhein-Westfalen, merci. Et ils ont vendu la maison qui est ici. Et puis, l'argent qu'ils ont pris, ils ont eu dans cette maison, ça leur a permis d'acheter une nouvelle maison là-bas. Elle n'a rien perdu. Moi, je suis étranger, je suis ivoirien. Je vais quitter l'Allemagne, je vais parler de mon pays. S'il arrive que, bon, je ne sais pas, dans 10 ou dans 20 ans, que Dieu veut que je parte dans mon pays, je pars. Je pars de mon pays sans problème. Donc, je peux vendre mon bien immobilier et puis je n'ai rien à perdre, quoi. Voilà. Si je vends cette maison, je suis la vends peut-être à appel de 200 ou 300 millions de francs CFA, c'est énorme. Même si je n'ai rien réalisé, je n'ai pas d'argent au pays, je n'ai pas de maison au pays. Quand j'arrive le lendemain, je paie ma maison parce que les moyens sont là. Justement. Voilà. Donc, du coup, je me dis que c'est plutôt rentable. Et puis, cette tranquillité que tu as après le service, tu quittes le travail, tu viens, tu sais que tu rentres à la maison, tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui te dit non, dans 2 mois, il faut quitter la maison. Ou bien pourquoi tu as fait la peinture ici jaune, ou bien pourquoi la cuisine est comme ça, pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui va te poser ces questions-là.
Donc, du coup, il y a cette tranquillité qui est là. Donc, je peux dire que c'est rentable. C'est vraiment rentable, quoi. Voilà. D'accord. Quelque chose à ajouter? Oui. Donc, il a parlé de tranquillité. Voilà. Comme il a dit, tu es content, tu es chez toi, personne ne va venir taper à la porte pour dire, voilà, sors et tout. Voilà. Et puis, tu as une maison, c'est comme si c'est comme si c'est ta retraite que tu prépares. Hein. Oui. Voilà. Nous sommes dans le domaine des soins Médicaux, oui. voilà, et la plupart des patients, c'est souvent des vieilles personnes qui viennent, ils sont vieux, ils ne travaillent plus. Oui. Ils ont des maisons, il y a eu que l'État saisit, il met la maison, peut-être ils vendent la maison et cet argent en prend pour payer leur maison de retraite. Oui. Voilà, c'est quelque part, en tout cas, avoir un bien immobilier, c'est pas de l'argent que tu jettes à l'eau. Vous dites que la rentabilité n'est pas forcément maintenant, oui. Moi, je le conseille à tout le monde. Hein. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. Oui, je peux ajouter quelque chose rapidement. Il y a un autre banquier qui nous a dit comme ça que investir dans le truc immobilier, dans l'immobilier en Allemagne ici, c'est préparer sa retraite. Oui. Qu'il y a certaines personnes par exemple, qui préfèrent peut-être payer une assurance de vie. Il y a de l'assurance vie de façon privée. Oui. Il y a les alliances qui font ce genre d'assurance-là. Oui. Que c'est du gâchis au fait. C'est vrai que je dis non, que si demain quelque chose m'arrive, ils vont payer tout ça là. Mais ils ont leurs intérêts dedans. Par contre, quand tu t'engages dans l'immobilier, tu vois la maison, ça y est là, tu touches, tu dors dedans, tu es à l'aise dedans au fait. Et demain, si tu vas ailleurs, tu vends la maison, tu ne payes pas au fait. Et le truc, la maison prend toujours en valeur. Donc, tu n'as pas vraiment à perdre. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce que mon épouse a dit. D'accord. Et j'espère que le partenaire Donatien sera fier des réponses que vous avez données. Et je continue avec ces questions. La question suivante qu'il pose, c'est quels sont les pièges à éviter lors de l'achat? Est-ce qu'il y a des pans auxquels il faudrait faire attention pour ne pas tomber dans... Il y a d'abord l'âge de la maison. Oui. Parce que la maison, par exemple, la maison peut être vieille. En Allemagne, quand on parle de vieille maison, c'est une maison peut-être de 1920, oui. 1930. Bon, c'est vraiment âgé, mais quand la maison est entretenue, c'est bon déjà. Mais par contre, il faut quand même faire attention à l'âge de la maison. Oui. Parce que quand la maison est vieille, ça nécessite souvent assez de réparations. Oui. Parce qu'il peut arriver que peut-être le système de chauffage n'est pas en forme, ou peut-être tu dois beaucoup allumer le chauffage pour que ça puisse chauffer la maison. Oui. Si tu as des enfants, c'est un peu compliqué. Et entre le chauffage, plus tu allumes, plus ça te crée des dépenses supplémentaires. Et il faut voir l'âge de la maison. Et puis aussi, souvent, avec la banque, il faut faire attention. Ils ont deux types de contrats qu'on peut proposer. Oui. Un contrat de 10 ans, un contrat de 15 ans. Et puis, le contrat de 10 ans, j'explique. C'est-à-dire que quand tu prends le crédit, on te dit, OK, bon, dans 10 ans, tu prends le crédit avec un taux d'intérêt. Peut-être c'est 2%. Actuellement, ils pensent qu'ils sont à environ 4%. Et ces 4%, c'est sur 10 ans. Et après les 10 ans, si sur le marché, parce que les 10 ans, tu n'as pas fini de payer le crédit. Oui. Donc, ça continue. Donc, à partir de 10 ans, déjà, le contrat change. S'il arrive, par exemple, que sur le marché, ils sont revenus à 2%, comme taux d'intérêt, tu gagnes. Là, tu payes peut-être 5 ans, 2 ans encore, puis tu as fini. Mais s'ils sont passés à 6%, tu vas payer encore pour longtemps. Si tu as négocié un contrat de 15 ans, c'est-à-dire sur 15 ans déjà, c'est sécurisé, c'est que tu gagnes, tu payes, c'est stable, au fait. Oui. Jusqu'à 15 ans. Maintenant, après les 15, il va te répéter 5 ans à payer. Oui. Même s'ils ont augmenté, tu n'as pas trop de problèmes, au fait. Oui. Voilà, nous, on n'était pas informés, c'est ça. D'accord. Nous, on a pris un contrat de 10 ans. Oui. Pourtant, on pouvait négocier. On ne savait pas que ça existait. C'est après qu'on a compris ça, au fait. Donc, je le dis pour ne pas que les gens tombent dans le même piège que nous, qu'ils évitent ça, qu'ils négocient déjà le début. Oui. En plus, ce que je vais dire, il y a ce qu'ils appellent... comment on appelle ça c'est qu'on paye supplémentaire, là. Zone de salon. Zone de Tigon. Non. Modalité... C'est un paiement supplémentaire qu'on fait. Oui. En plus de ce qu'on paye à la banque, voilà, en plus de ce qu'on paye à la banque chaque mois, on économise nous-mêmes notre argent pour que chaque année, on fait l'effort de payer du cas 10 000 € à la banque pour réduire un peu le taux d'intérêt ou bien réduire un peu le nombre d'années par rapport à la banque. Au fait. Là, il faudrait que ça soit signé depuis le début de la négociation du contrat. Parce que quand c'est comme ça n'arrange pas les banques. Oui. Et souvent, ils ne te disent pas. Donc, il faut vraiment négocier dès le début pour dire attention, moi je veux
Si j'ai beaucoup par exemple, le 13e salaire, par exemple, qu'on nous paye en Allemagne, si j'ai un peu plus d'argent, je veux vraiment mettre dans le crédit, tout ça là, et puis mettre dans le contrat. Si tu ne le fais pas, ils vont te dire après que non, ça n'a pas été une décision au début, au fait. D'accord. Donc, pour bien comprendre, c'est-à-dire lors de la signature du contrat, il faut mentionner le fait que nous sommes prêts à faire des paiements exceptionnels. Effectivement. C'est-à-dire, outre le montant général, on peut payer 1 000 euros, 2 000 euros de plus. Effectivement. D'accord. Effectivement. Là, c'est très important. Oui. Ouais. Donc, c'est ce que je peux ajouter comme des pièges. Et puis aussi, il y a ce qu'ils appellent le Hausgeld. Le Hausgeld, c'est ce qu'ils appellent Nebenkosten quand il s'agit de locataires. Oui. Et là, souvent c'est énorme. Et quand on te dit, par exemple, tu vas payer peut-être, en plus de ce que tu payes à la banque, tu vas payer peut-être 300 euros de plus. Nous, on paye 300 euros de plus, non. Voilà. Et cet argent, par exemple, ça inclut les frais de chauffage, ça inclut l'eau, et puis tout ce qui est réparation dans le garage, dans tout le bâtiment, tout ça, tout est dedans. Donc, il faut vraiment vérifier pour voir qu'est-ce qui est dedans, en fait. Parce qu'il peut te dire que tu payes 400 ou 500 euros, mais il n'y a pas le chauffage dedans. Donc, quand c'est comme ça, déjà, il faut essayer de voir tout ça. Par exemple, tu vas payer le chauffage extra, qui va te revenir peut-être à 80 euros ou 100 euros le mois. Plus ce que tu payes comme Hausgeld, ça fait beaucoup. Donc, souvent, tu vas te trouver environ 1800 euros que tu vas tout payer pour la maison. Donc, c'est quand même énorme. Voilà, donc ce sont des pièges comme ça qu'il faut vraiment éviter lors de l'achat. Puis aussi, le Eigenkapital. C'est-à-dire qu'il faut avoir un fonds de déroulement. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Eigenkapital, c'est-à-dire que c'est le fonds propre. C'est le fonds propre, voilà. Si la maison fait peut-être 400 000 euros, il faut prévoir 10% des 400 000 euros. Et quand tu as ça, si tu peux payer plus, il faut le faire. Nous, malheureusement, en Allemagne, on n'a pas de parents qui peuvent nous aider, contrairement à nos collègues de travail allemands, dont les parents interviennent financièrement. Nous autres, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas dire à ma soeur, donne-moi 50 000 euros pour que je paye mon crédit. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais voilà, si c'est consistant, plus ton crédit diminue. Il y a des banques qui te disent qu'ils prennent tout en charge, mais tu vas payer ça. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de payer, d'avoir un capital pour le faire. Ils payent tout, mais tu vas payer ça vraiment quand tu vas payer les crédits, au fait. Voilà. Donc, ce sont des pièges vraiment à éviter. D'accord. Quelque chose à ajouter? Et puis aussi à l'âge de toi-même, tu veux acheter la maison. Voilà. Moi, je conseille aux jeunes frères, jeunes sœurs, s'ils ont la possibilité, en tout cas, quand ils sont en dessous de 40 ans, s'ils veulent acheter la maison, qu'ils se lancent, au fait. C'est parce que à partir de 40 ans, ça devient un peu compliqué. Les banques ne veulent pas. Ils se disent que, bon, à 40 ans, voilà. Tu as combien de temps pour travailler? Est-ce que tu pourras vraiment payer le crédit et tout ça? Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux encore conseiller? Je pense que mon mari a tout dit. Hein? Voilà. D'accord. Il a tout dit. D'accord. Et je vais poser la dernière question de Donatien. Et j'invite également l'auditoire à poser les questions dans les commentaires au cas où il y a des questions que nous n'avons pas posées ici parce qu'on ne peut pas avoir la science infuse. Donc, je vous invite tous à poser vos questions et à donner de la voix dans les commentaires pour que nous puissions également les répondre. Et nos invités également seront disponibles pour donner des réponses. Voilà. Donc, je vais poser la dernière question et c'est avec cette question-là que nous allons fermer le pan de l'immobilier avant de continuer. Et quelles sont les différentes... La question a été, je crois, répondue partiellement, mais on va approfondir. Quelles sont les différentes options qui se présentent si pour une raison ou pour une autre, on devrait quitter la ville ou le pays? Qu'est-ce qu'on fait de la maison puisqu'on n'a pas encore fini de payer le crédit? OK. La première option, je pense que ce qui est bonne selon moi, c'est de la mettre en location. Voilà, parce que tu ne paies pas. Et quand je prends l'exemple que tu dis, bon, OK, tu as des fonciers au pays, on t'appelle pour être au ministère ou bien, je ne sais pas, et tu as la maison ici, tu veux garder le lien avec l'Allemagne. C'est ça. Voilà. Tu vas peut-être venir te faire soigner à chaque fois, et comme nos chefs d'État le font, hein, chaque fois venir pour des contrôles médicaux, tout ça, et que ta maison, tu peux la mettre en location. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que le locataire, tu fais tout pour que le loyer qui va payer chaque mois puisse couvrir les dépenses. C'est tout. Si par exemple la maison, tu paies tout avec les dépenses d'à côté, tu as un truc de 1 600 euros le mois, fais tout pour que le locataire te paie les 1 600 euros le mois. Et quand c'est comme ça éponge tout en même temps. Et tu es au pays, tu reviens, fais tes visites, tu peux dormir à l'hôtel, tu peux négocier pour te passer des nuits même dans ta maison. Voilà, ils pensent que c'est le propriétaire quand même. Ils ne vont pas te refuser ça.
Et c'est l'option que je peux conseiller. Maintenant, au pire des cas où tu vois que tu n'as plus rien en Allemagne, tu peux vendre. Voilà, c'est possible. C'est possible de vendre. Vendre. Le truc qui est intéressant selon la loi, c'est que je pense qu'après 6 mois, bon, tu prends, parce qu'il y a beaucoup de... le Finanzamt, il ne s'amuse pas avec ces genre de choses. C'est-à-dire que quand tu prends dans la maison, que tu habites la maison... Pour petit rappel, le Finanzamt, ce sont les impôts pour ceux qui ne... Donc, et les impôts, par exemple, quand tu prends la maison, tu signes le contrat avec la banque, tu dis, bon, c'est pour habiter la maison. Oui. Donc, quand c'est comme ça, les taux d'intérêt, les taux que les finances prennent sur toi sont minimes par rapport à quelqu'un qui met ça en location. Oui. Donc, il y a le business, et aussi, ils mangent dedans, au fait. Oui. Un peu. Donc, du coup, selon la loi, ce qu'on nous a conseillé, c'est que tu peux la mettre en location ou bien la vendre après 6 mois. Oui. Tu les blagues, tu fais semblant comme tu habites là-bas. Oui. Après 6 mois, c'est fini. Tu vends ou bien tu mets en location. Puis tu te cherches. C'est possible. C'est possible comme ça. Donc, c'est une information que nous venons d'apprendre. Effectivement. Donc, voilà. Donc, du coup, tu la mets en location ou bien tu la vends, simplement. Ou bien, puis tu as tes enfants. Oui. Pourquoi pas? Tu peux rester dans la maison. Oui. Aujourd'hui, quand tu vois tes collègues de travail qui disent « Ah, mon papa m'a donné une maison, il est parti, il n'est plus ici. » Ils sont là, ils sont fiers. Justement. Donc, ils pensent que nous aussi, on doit tracer le chemin pour nos enfants. Oui. Voilà. D'accord. Et c'est avec, comme je l'ai dit, avec cette question-là que nous fermons le premier bloc de notre entretien. Bien sûr, il y aura une deuxième partie, mais avant de fermer complètement, je voudrais encore poser une ou deux questions pour que ça ne soit pas une fin abrupte. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai peut-être oubliées? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez dire à l'endroit des autres couples, à l'endroit de vos jeunes frères, à l'endroit de celui qui nous écoute ou de celle qui nous écoute? Concernant le thème toujours immobilier? En général, pas forcément sur l'immobilier. Au vu de tout ce dont nous avons parlé ici. Voilà. Moi, je peux dire que à mes jeunes frères ou mes jeunes couples, voilà, comme j'ai dit au début, voilà, quand ils arrivent en Allemagne, qu'ils ont une place de... Bon, pour ceux qui viennent par FSJ, also le service volontariat, après ça, il faut une formation. C'est-à-dire qu'il faut déjà... Pour ceux qui veulent avoir une maison ici, voilà, ici en Europe, il faut vite se lancer. Quand tu n'as pas encore 30 ans, ça, c'est l'âge même qui est bien, voilà, qui est bien même pour s'acheter une maison. Là, d'ici, tu vas avoir même 35 ans ou même 40 ans, même tu as fini de payer ta maison. Alors, on a les jeunes collègues de 45 ans, 47 ans qui ont fini de payer leur maison. Tu vois, et pendant que nous, les Africains, on vient ici pour voir à 30 ans, il va déjà au-dessus de 30 ans, et puis bon, maintenant on achète la maison, tu vas payer ça quand tu as tes 60 ans. Tu vois, ça fait déjà une différence. Et puis, au niveau, par exemple, d'argent, je veux dire que ne faudrait pas que les couples ils mettent l'argent au-dessus voilà, de la famille. Voilà, il ne faudrait pas que soit l'argent. Quand ils voient l'argent diviser les couples, je me dis que bon, pourquoi? Parce que l'homme avant tout, en fait. C'est l'homme qui cherche l'argent et non l'argent qui cherche l'homme. Voilà, donc... que les jeunes frères, les jeunes sœurs essaient quand même de bien tenir leur foyer, et puis le respect, la communication avec son homme, comment faire les partages des finances. Voilà. Par exemple, un compte commun, ça passe pas avec tout le monde, mais si ça passe pas, si le monsieur ne veut pas accepter, ou la femme dit non, moi je ne veux pas montrer mon argent comme ça, mais il faudrait que vous ayez les dépenses vraiment bien équitables, au fait. Voilà. 50%, ou même le monsieur dit, bon, moi, je prends ça, ou la femme dit, moi, je prends ça. Et à la fin du mois, chacun dépose voilà, ce qui est exact pour effectuer ces dépenses-là. Il ne faut rien cacher, il faut pas cacher ces choses, et puis ça va peser sur une seule personne. Quand c'est comme ça envoie les divisions dans le foyer. Voilà. C'est tout. D'accord. Ok, c'est que moi je dirais à mes jeunes couples, à mes jeunes couples, mes jeunes frères, jeunes sœurs, je vais d'abord aborder le thème formation. Ici, en Allemagne, c'est le pays des opportunités. Quand Dieu te fait la grâce, je ne sais pas comment chacun de nous est venu ou bien comment chacun de nous vivait dans son pays d'origine, mais quand Dieu te fait la grâce de mettre tes pieds en Allemagne, saisis cette occasion pour te former. La formation, c'est dans ça seulement qu'ils vont nous respecter, nous les Africains, en fait. On est intelligents, mais il nous manque la formation. Et l'Allemagne nous offre d'énormes potentiels, d'énormes opportunités de formation ici. Quel soit le type de formation va te faire former. Ça, je le dis chaque fois.
Et voilà. Et osons le pas. Ne restons pas là pour dire, est-ce que je vais y arriver? Non, pourquoi? Tu essaies. Voilà, tu essaies. Je vois des personnes, par exemple, qui ont fait la littérature, qui sont aujourd'hui dans la médecine. Oui. Donc, pourquoi pas? On peut vraiment devenir autre chose. Quand j'ai dit à mon petit frère que non, je suis en train de travailler à l'hôpital, il me dit, mais toi, je ne serais pas étonné de devoir policier un jour, même si tu ne sais pas courir. Il faut chercher vraiment à t'adapter, au fait. Oui. Voilà, moi, je travaille aujourd'hui dans le digital. Tu me connais, moi, je ne m'étais jamais imaginé vraiment travailler un jour avec tout ce qui est logiciel de digital et autres là. Mais je coordonne des projets dans le domaine aujourd'hui. J'ai su me réadapter au truc. Donc, du coup, ça, c'est la première chose que je vais dire. Aussi au niveau de l'immobilier, je dirais à mes jeunes frères, jeunes sœurs, de ne pas hésiter à s'engager, au fait. Pourquoi hésiter? Vous avez dit, bon, ok, est-ce que arrêtons de nous poser des questions. Nous sommes dans un pays comme l'Allemagne, c'est un pays qui est quand même sérieux. Et voilà, ils ne vont pas te gruger, au fait. Il n'y a pas ça. Tout est, comme Emile dit, c'est Zauber, au fait. Tout est propre, au fait. Il n'y a pas de... On vend ça à deux personnes. Non. Le titre foncier, quand tu as le papier de titre foncier en Allemagne, c'est pour toi seul et c'est pour toi à vie jusqu'à ce que tu vendes la maison, en fait. Donc, il n'y a pas de... Ils ne vont pas te gruger dans ça. Dans ce cas, dans ce sens, je salue vraiment mes frères camerounais. Et ils s'engagent. Et tu vois la vie des Camerounais en Allemagne ici, contrairement à nous les Ivoiriens qui sommes encore derrière, on hésite toujours. Ils sont devant. Ils sont des ingénieurs dans les grandes boîtes ici en Allemagne. Parce qu'ils ont vraiment osé. C'est ce que je vais dire. Et puis le troisième point, c'est de ne pas oublier qu'on doit s'entraider. Oui. Voilà. Je me dis chaque fois que nos jeunes frères qui viennent, dès qu'ils mettent les pieds en Allemagne, ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Ils oublient qu'ils viennent d'arriver. C'est là que le vrai combat commence, au fait. Et ne restez pas, parce que tu es allé en Allemagne, que tu as pensé que non, toi, tu es trop arrivé. Il faut aller aux informations. Oui. Parce que ce que tu traverses souvent, tu te dis qu'il n'y a pas de solution. Pourtant, il y a Yao qui est passé par là déjà. Il a déjà traversé ces étapes-là. C'est quand tu communiques avec tes aînés, quand tu communiques avec peut-être tes voisins, tes frères et autres, que tu vas trouver des solutions à tes problèmes, au fait. Voilà. Moi, je le dis chaque fois. Voilà mon frère Aboubakar qui est salué au passage. Oui. Chaque fois qu'on se rencontre, j'apprends quelque chose de nouveau de lui. Chaque fois qu'Aboubacar vient dans cette maison, il repart. Moi, il part chez lui à la maison, mais j'apprends quelque chose de lui. Toujours. Et je lui suis vraiment reconnaissant pour ça. Voilà. Donc, du coup, c'est parce que je communique avec lui. Je ne vais pas d'aller étaler nos problèmes partout, quand même, mais il y a une manière de parler pour que ton frère ou ta soeur puisse trouver une solution, en fait. Et puis, pour terminer, Dieu, dans tout ce qu'on fait. Voilà, je ne sais pas, comme je l'ai dit dans mes amusements, lui qui ne croit pas en Dieu, c'est son problème. Mais moi, je sais que Dieu, là, il existe. Il m'a enlevé quelque part pour me déposer quelque part. Donc, ça, c'est ce que je vais dire pour terminer. D'accord. Et donc, c'est là-dessus que nous terminons cet entretien. Et je vous invite à rester connectés pour la suite la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, quelle que soit la situation qu'on traverse, quelles que soient les expériences que nous avons, il y a forcément le petit Yao, le petit Aboubakar, le petit Albert, le petit Martial, le petit Donatien, la petite Jocelyne, la petite Urbaine qui est déjà passée par là, et on pourrait trouver des voies et moyens pour sortir de la situation difficile que nous vivons. Et comme les invités l'ont déjà dit, nous vous invitons tous à vous lancer, moi y compris, et je pense qu'on y arrivera tous en tant qu'Ivoiriens, en tant que communauté ici, pour qu'on soit encore plus fort. Merci à vous et à la prochaine. Merci. Ça a été un plaisir pour nous. Merci bien.